Johann Sievers. Devinette. Qui est-ce? Comédien belge, parlant russe. Docteur en droit. Né en Pologne, mais d'origine balte. Fidèle en amitié. Oui, bien sûr que vous avez. Ce n'est pas possible. Syndicaliste engagé. Amateur de musique et pianiste à ses heures. Fin cuisinier. Ce n'est pas possible. Et hôte accompli. Tu es né en Pologne, oui? J'ai été conçu à Berlin en À 1943. Et je pense que ma mère a estimé qu'il valait mieux accoucher dans un endroit plus tranquille. Alors elle est allée en Pologne, qui était occupée par l'Allemagne à ce moment-là. C'était tout près de Berlin, voilà. C'est un patelin qui s'appelait Hohensalza. Ouf! Ce qui, pour remplir les formulaires administratifs, est toujours très, très joyeux, quoi. Lieu de naissance, Hohensalza. Comment vous dites, monsieur? Hohensalza, voilà. Ça s'appelle Inno-Wrocław, maintenant. Un peu au-dessus de Wrocław, qui est la patrie de Grotowski. Et tu es arrivé en Belgique à quel âge? Un an et demi, avant 2 ans en tout cas. Il paraît que je faisais très bien le salut hitlérien. Ah bon? Mais je suppose qu'on me l'a fait désapprendre. Hein. Et donc tu t'es installé en Belgique avec tes parents? Avec ma mère, Avec ta mère? parce que je n'avais pas de père. Si, il y avait un père légal, mais qui n'a jamais vécu avec nous. Donc je me suis installé dans une maison où vivait déjà une tante, cousine de ma mère, qui était déjà en Belgique depuis les années 20. Quoi. Et c'est peut-être à cause d'elle que vous êtes arrivé en Belgique? Oui, tout à fait, oui, oui. Et... Plutôt que de rester en Allemagne, qui, comme on le sait, en 1944, a eu une aventure assez contrastée. Des heures et malheurs. Et donc, tu t'es installé à Bruxelles avec ta mère, tout petit. Tu as suivi une scolarité en français à ce moment-là, tu parlais... Oui, en français. À la maison, on parlait russe. Oui. Ma tante, la cousine dont je parlais tout à l'heure, étant, elle, russe. Et moi, les premières langues que j'ai dû entendre, c'était l'allemand et le russe. À la maison, ma grand-mère et ma mère parlaient russe, mais aussi allemand, par la force des choses. Mais l'allemand, on me l'a fait désapprendre. Ah oui. Ou du moins, je ne l'ai jamais pratiqué, je l'ai réappris après. Mais donc, à la maison, on parlait russe, et on m'a envoyé chez les bonnes sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, à la chaussée de Fleurgat. Elles avaient encore des grandes cornettes à ce moment-là. Hein. Oui. Et puis, l'école primaire, c'était chez les frères des écoles chrétiennes, à la rue d'Uny, tout près de Flagey. Et les frères des écoles chrétiennes, ils n'avaient pas des cornettes comme ça, mais ils avaient des bavettes comme ça. C'est ça. Et quand tu es entré à l'école, tu ne parlais pas le français, tu l'as appris en allant à l'école, en étant écolier. J'ai le vague souvenir que quand j'étais petit, on m'a envoyé à la Panne parce qu'elles avaient des problèmes de bronchite. Et donc je suis resté quelques mois à la Panne. Et quand mes proches, donc ma mère est revenue à me chercher à la Panne, je ne parlais plus le russe parce que je l'avais oublié. Mais je l'ai réappris immédiatement après, quoi. Donc le français a été vraiment... Oui, je parlais français des 4-5 ans, j'imagine. Donc tu l'as appris avec les enfants, avant, oui, même ça, avant d'entamer des études sans plus doute, sérieuses. Oui. Après cela, donc tu as passé ta réto et tu t'es engagé dans des études de droit. Avant la réto, il y avait donc l'école primaire chez les frères des écoles chrétiennes, mais ensuite il y a eu une école secondaire, l'Institut Saint-Boniface, où j'ai été jusqu'en réto, comme tu dis, oui. Ce n'est pas possible. Donc tu termines tes études secondaires, comme on dit, et après cela, tu décides de suivre des cours de théâtre en même temps. Non, ce n'est pas moi qui ai décidé de suivre des études de droit, c'est ma famille. En fait, j'avais déjà décidé de faire du théâtre à l'âge de 11 ans, quand j'étais en 5e primaire. Et donc, au sortir des humanités, je voulais entrer à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, qui s'est créé justement quand je sortais de l'école en 1960.
Et il se fait que j'avais fait du théâtre à l'école, donc en compagnie de Robert Vastels, qui était un professeur et qui jouait des rôles au collège, qui avait une belle voix grave, et qui était un des fondateurs de l'IAD. L'IAD, en fait, a été créé par les autorités ecclésiastiques catholiques. Le directeur de l'Institut Saint-Boniface, à ce moment-là, était le chanoine Laloux. Et donc l'IAD a été fondée avec l'appui des autorités catholiques, avec l'appui de l'évêché, et ses premiers professeurs étaient Maurice Sévenant, Claude Étienne, Pierre Laroche, qui est un ancien de Saint-Boniface. Mais ça, il n'en était pas question, c'était pas sérieux évidemment de faire du théâtre. Donc, en bon petit garçon obéissant, j'ai fait les études de droit, d'abord 2 ans à Saint-Louis, et puis 5 ans à l'université de Louvain. Pourquoi 5 ans? Normalement c'est 3 ans. Mais j'ai doublé les 2 dernières années, je précise, pas les premières, les 2 dernières. Et c'était une... Je ne pense pas que c'était parce que j'étais un cuistre ou un ignorant, mais c'est parce que je m'occupais surtout de théâtre à l'université, avec Armand Delcamp. Donc j'avais une raison de m'y attarder. Aux grandes dames de ma famille d'ailleurs, hein, qui voulaient que je termine des études sérieuses, que j'ai terminées d'ailleurs, mais en les prolongeant de 2 ans, tout en faisant du théâtre à l'université, qui nous a emmenés dans des festivals. Il y avait le festival de Nancy à ce moment-là, le festival du théâtre universitaire, dont le directeur était Jacques Lang, alors que le directeur du théâtre universitaire, c'était Armand Delcamp, et moi-même pendant un certain temps. Voilà. Et donc, ce théâtre qui est rentré dans ta vie, il est rentré grâce à des rencontres, une rencontre avec Armand Delcamp. D'abord, une volonté, c'est une volonté. Donc oui, j'ai été le trouver, j'ai manifesté ma volonté de faire partie du théâtre universitaire, il me fixe rendez-vous, j'arrive à la maison des étudiants où il avait un cote, et il m'a reçu dans son lit. Enfin, je précise, lui était dans son lit, il n'était pas encore levé, il m'a fait asseoir au bureau, et lui est resté dans son lit, et on a mené ainsi une conversation. Et alors, immédiatement, il m'a donné un rôle emblématique de la littérature russe, qui s'appelle Akaki Akakievitch, mais en russe ça se dit Akaki Akakievitch. Akaki Akakievitch, qui est le personnage central du manteau de Gogol. Oui. Alors nous avons joué le manteau de Gogol, qui n'est pas une pièce, hein, c'est une nouvelle, mais ça a été adapté, et nous avons trimballé ce manteau pendant plusieurs années. Et puis on a joué d'autres pièces évidemment, Romulus le Grand, de Dürrenmatt, Fin de partie, de Beckett. Moi, je ne connaissais pas du tout Beckett, c'est Armand qui a amené cette pièce. Je me dis, mais enfin, c'est pas une pièce, ça. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est quand même un des monuments du théâtre d'aujourd'hui, voilà. Donc, en tant qu'universitaire, tu commences déjà à jouer. Tu as décidé de devenir comédien. À l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans. Donc, cette idée ne t'a pas quitté, et c'est un peu à l'encontre de ta famille que tu décides d'entrer au conservatoire. Oui, tout à fait. Non, à ce moment-là, peut-être plus. Non, il n'y avait pas d'opposition marquée, d'autant plus que je pense que je gagnais déjà un petit peu ma vie. Pendant mon conservatoire, je jouais déjà, oui. Donc je gagnais un petit peu ma vie, je crois que j'étais déjà plus ou moins indépendant à ce moment-là. Et même à la fin de l'université, oui. Oui, après l'université, j'ai travaillé quelque temps chez René Hainaut, le grand comédien René Hainaut, décédé il n'y a pas longtemps, et qui en même temps était un grand scientifique, qui a fait des bibliographies, des livres sur le théâtre, un excellent pédagogue aussi, et qui a fait venir en Belgique différents pédagogues étrangers, Horatio Costa, des Russes. Il a organisé des colloques sur l'enseignement, qui, je pense, ont bénéficié vraiment à l'instauration de l'IAD et de l'INSAS, à des écoles de théâtre plus sérieuses, enfin différentes du conservatoire. Mais je suis quand même allé au conservatoire, hein, après les études, et pas à l'IAD. Pourquoi? C'était peut-être à cause de Claude Étienne et de Pierre Laroche, que j'avais déjà connus pendant les études universitaires, parce qu'ils sont venus voir des spectacles à Louvain, à Louvain-l'Ancienne. Oui, je comprends. Et là, donc tu as été élève au conservatoire. Et là, je suis tombé sur une certaine Ania Gedroitz, ce dont je ne me pardonnerai jamais, évidemment. Voilà. Et donc, tu avais comme professeur Claude Étienne. Claude Étienne, qui était chargé de cours de André Bernier, qui était le professeur titulaire à ce moment-là. Or, moi, André Bernier, je ne le connaissais pas du tout.
Tu ne l'avais pas vu jouer au parc? Non, je n'avais jamais vu jouer. Donc la première année de conservatoire, j'étais chez Claude Etienne. Et la seconde année, il m'a envoyé chez André Bernier, puisqu'André Bernier était le titulaire. Je ne peux pas dire que je me sois ni bien ni mal entendu avec lui. En fait, je me suis très bien entendu avec lui, mais je ne l'ai vu que 2 ou 3 fois. Je veux dire, je n'allais pas au cours, je jouais. Et à tel point qu'un jour, il me rencontre dans le tram et me dit « Alexandre, je crois que tu ne devrais pas te présenter aux examens parce que... » Et je me suis quand même présenté et j'ai eu le premier prix, enfin ce qu'on appelait le premier prix à l'époque. Tous ceux qui avaient au-delà d'un certain pourcentage avaient ce qu'on appelle un premier prix. Mais je crois bien que j'ai eu les premiers des premiers prix. Enfin, si oui, c'est vrai, absolument. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, je suis sortie la même année. Diplôme qui n'a jamais été homologué parce que j'ai refusé de suivre le cours de rythmie qui était donné par la charmante Madame Marthe Cook, qui habitait au numéro 13 de la rue des Charmes. Or, à ce cours, nous avons été les plus assidus, Bernard Marbet et moi-même. Bernard Marbet est un plus grand comédien que moi. Je veux dire qu'il mesure 1,92 m, alors que moi je n'en mesure qu'1,83 m. Et donc ces deux grands échalas étaient les plus fidèles au cours. Nous avons acheté un collant, nous avons acheté des petites ballerines, que nous avons munies d'un petit élastique, comme on nous l'avait recommandé, pour que ça tienne bien. Et à l'heure de l'examen, Madame Cook nous a dit « Vous devez nous faire pour le jury une petite fiche avec une liste de 6 sentiments que vous allez mimer devant le public. » Ça, c'est une chose dont j'étais absolument incapable et qui contrevenait à toutes mes convictions théâtrales d'ailleurs. À l'époque, j'étais très stanislavskien. Ah oui. Je ne savais pas ce qu'était un sentiment comme ça, à l'état brut. Jalousie, joie, colère, enfin tout ça, je ne connais pas. Et je ne connais toujours pas. Je sais par contre j'essaie de savoir ce que c'est qu'une situation et jouer une situation. Donc j'ai refusé de présenter ce cours et donc je n'ai pas de diplôme homologué. Ce n'est pas possible. Tu as joué énormément de rôles. Est-ce que tu pourrais me citer des rôles qui t'ont spécialement marqué et me dire pourquoi? Je pense que Dialogue d'exilé de Bertolt Brecht était une expérience très intéressante parce que c'était vraiment un théâtre. D'abord, c'est pas du théâtre, il n'a pas écrit comme du théâtre. Oui, c'est un dialogue, mais l'esprit de Brecht est tellement critique et tellement caustique que les gens qui assistent à ça ne peuvent qu'en être secoués. Allez, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour inconsidéré que l'on porte au pays dans lequel on paye ses impôts. Donc il a un esprit de paradoxe qui est extrêmement jouitif. Donc j'ai beaucoup aimé jouer ça avec André Leenaerts. Puis il y a eu une autre expérience... Et tu as obtenu l'Ève du théâtre. Oui, ce qu'on appelle l'Ève du théâtre, oui. oui. Donc à ce moment-là, je répétais à Liège une pièce de Reinhard Kippart qui s'appelait Joël Brandt. Et donc j'ai appris que j'avais l'Ève du théâtre dans le train parce que j'ai lu le journal. Et quand je suis arrivé, mes camarades se moquaient de moi, évidemment. Ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut encore aller manger avec toi ce midi? J'ai dit, taisez-vous, allez, bon. Toujours est-il que je suis quand même allé à la cérémonie de la remise des Èves, qui maintenant s'appelle le prix du théâtre. C'est la seule fois de ma vie où j'y suis allé, parce que j'ai eu 2 autres prix après, mais je n'ai jamais très bien estimé ces cérémonies. Et donc, à cette cérémonie-là, j'avais dit, je suis très heureux que pour la première fois, le prix du théâtre soit attribué à un comédien jouant dans ce qu'on appelait à l'époque les jeunes compagnies. Bon, il y a des jeunes compagnies tous les ans, n'est-ce pas? Mais à cette époque-là, il y avait ce concept, c'était Philippe Van Kessel, Philippe Sireuil, Patrick Rougiers et Marc Liebens qui ont formé une sorte de cartel qu'on appelait les jeunes compagnies. Donc c'est la première chose que j'ai dite. La deuxième chose que j'ai dite, c'est je lève mon verre au 40e anniversaire de la non-signature de la convention collective. Tous les directeurs sont devenus blancs, et le journaliste Jacques Isler, dans la Libre Belgique, a dit « Oui, le Baron Rouge a tenu
des propos, il s'est avéré très prolixe, mais il n'a pas dit il n'a pas rapporté ce que j'avais dit, quoi. Donc finalement, tout ça est tellement dérisoire, hein. Alors le deuxième spectacle, je pense, qui m'a marqué, c'était La Pilule Verte. C'était un des spectacles fondateurs de la compagnie de Martine Weckart. Nous le jouions, Jean-Jacques Moreau et moi, dans la caserne d'Ailly. Martine Weckart n'avait pas reçu les subsides promis pour ce spectacle, et donc elle a mis en scène un metteur en scène qui arrive dans un lieu abandonné et où ses comédiens ne viennent pas. Il est donc désespéré, il est en présence du public et les comédiens ne sont pas là. Et il se heurte à un veilleur de nuit, le veilleur de nuit de cette caserne dans laquelle nous jouions, et qui l'entraîne progressivement dans son jeu. C'est un spectacle qui a beaucoup marqué à l'époque, et qui est peut-être le fondateur de la Balsamine telle qu'elle existe actuellement. Donc ça, ce sont les deux spectacles marquants. Ben, j'en choisis deux, je pourrais... Tu en choisis deux, oui. tu peux en choisir d'autres. Oui. Et suivant cette question-là, je te pose la question, quel est ton meilleur souvenir de théâtre? Ça peut être une rencontre, ça peut être... Je n'ai pas un meilleur souvenir de théâtre, mais j'ai un souvenir... Quelque chose qui t'a vraiment... J'ai un souvenir du désert du Sinaï, où on tournait un film de Claude Zakaï, dans lequel il y avait Pierre Laroche, il y avait un autre comédien belge qui s'appelait Franz Joubert, il y avait Roland Maouden, il y avait le fils de Moshe Dayan, Asaf Dayan, qui était comédien, il y avait d'autres comédiens, voilà. Et donc mon souvenir là, c'est que pour le décor, je devais être au sommet d'une colline de sable, mais que quand cette prise-là était terminée, on m'avait oublié, en quelque sorte. Donc, finalement, j'ai pris l'initiative de descendre tout seul de cette colline. Mais on m'a engueulé après parce que j'avais laissé des traces dans le sable. Or, il fallait pas... Ça détruisait l'image, évidemment. Donc ça m'a appris un certain degré de modestie, je veux dire. Voilà. C'est un souvenir, qui n'est pas vraiment un meilleur souvenir, mais un souvenir d'apprentissage, quoi. En fait, on n'est rien du tout, hein, en tant que comédien. On est simplement des ingrédients d'une histoire qui se raconte. On est soit plus ou moins important, mais il arrive aussi qu'on vous oublie sur une colline si on n'a plus besoin de vous. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle un brigadier. Alors, le brigadier, c'est simplement un morceau de bois qui est pris d'une perche. Hein, dans le théâtre, il y a des perches sur lesquelles pendent les pendrillons. On met un morceau de velours ici, avec des clous de tapissier, et puis on tape. Voilà. Ça ne se fait plus beaucoup dans le théâtre maintenant, hein. Alors ce brigadier est attribué au meilleur comédien de l'an 2000, dans le cadre du prix du théâtre. C'est un prix que j'ai eu en ex-aequo avec Guy Pion, parce que nous avons joué tous les deux fin de partie. Et je dois dire que ce prix m'a ravi, plus que l'Ève du théâtre que j'ai eu en 1974, parce que cette Ève du théâtre m'a été attribuée à moi tout seul. Or, je jouais avec André Leenaerts, et donc j'étais assez offensé que ce prix fût attribué à un seul comédien et pas aux deux. D'ailleurs, je me souviens qu'à la cérémonie lors de la remise de l'Ève du théâtre, j'avais dit une troisième chose que je n'ai pas signalée tout à l'heure. J'ai commencé par dire « Je suis très heureux de recevoir ce prix, mais encore plus heureux de ne pas être un trapéziste. » Parce qu'un trapéziste doit compter sur son partenaire. Et un comédien compte aussi sur son partenaire. J'ai toujours trouvé que c'était abusif de donner le prix à un comédien alors qu'ils sont plusieurs, quoi. Qu'il y ait le prix du meilleur spectacle, ça c'est bien. Mais ça j'ai eu aussi. Et ça c'était avec Copenhague de Michael Frayn, qui mettait en scène les deux savants atomistes Niels Bohr et Werner Heisenberg. Mais Heisenberg travaillait pour les Allemands alors que Niels Bohr était danois. Seulement Niels Bohr avait été le professeur d'Heisenberg. Donc ces deux individus qui étaient étroitement liés du point de vue scientifique sont devenus en quelque sorte des opposants de par l'opposition des idéologies et de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. C'était donc un spectacle qui avait du sens à la fois, hein, voilà.
J'aime bien les spectacles qui ont du sens. Il ne suffit pas d'amuser ou de distraire. Hein. Absolument. Bon, il ne faut pas non plus faire des spectacles qui ont du sens et qui emmerdent les gens. D'ailleurs, ça sert à rien parce qu'ils ne viennent pas voir. Et c'est dans ce sens-là que j'aime bien des pièces comme Dialogue d'exilé, comme Copenhague, comme d'autres pièces encore. Du sens, mais aussi de l'amusement. Ou plutôt de l'amusement, mais surtout du sens. J'ai dit, je n'aime pas possible. Une question indiscrète. Quel est ton pire souvenir théâtral? Il y en a quelques-uns. Non, il y en a pas beaucoup. En fait, il n'y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit. Le foyer du Théâtre du Parc, je parle bien du foyer des comédiens, est un endroit extrêmement dangereux. Parce que c'est l'endroit où on s'assied, où on se réunit, quand on n'est pas en scène pendant un spectacle. Il y a là une télévision. Elle ne montre pas les matchs de football, mais elle montre ce qui se passe en scène. Il y a aussi un jeu de poker avec des dés. Il y a aussi les comédiens qui n'ont pas d'entrée rapprochée, qui rigolent, qui parlent. Eh bien, il m'est arrivé, comme c'est peut-être arrivé à d'autres comédiens, de rater une entrée. C'était dans l'invitation au château de Jean Anouilh. Je jouais le rôle d'un père. Ma fille était jouée par Edwige Belli. Et je suis assis à table, dans le foyer, en regardant bêtement la télévision, le spectacle, ou en discutant avec les amis, je ne sais plus. Mais en tout cas, je venais de prendre une praline, et j'entends une voix qui dit « Papa, papa, papa ». Je dis « Merde, c'est pas moi, c'est ma fille qui m'appelait sur le plateau ». Et alors j'arrive sur le plateau et j'ai joué toute la scène avec cette praline en bouche, quoi. Alors le lendemain, quand même, puisqu'il était question dans la pièce d'un père pendant la guerre qui offrait des oranges à sa fille, eh bien le lendemain, j'ai apporté à Edwige Belli, dans sa loge, 1 kilo d'oranges, qui ne signifiait pas qu'elle était en prison, mais qui signifiait que je m'excusais de l'incident de la veille, quoi. Une question un peu plus sérieuse. Comment t'est venue l'idée de défendre les droits des comédiens? Ah, moi, j'ai jamais voulu défendre le droit des comédiens, j'ai voulu me défendre moi-même. Mais j'ai très vite constaté qu'on se défend mieux quand on est ensemble que tout seul, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée par Jean-Marie Deblin. Nous faisions une assemblée générale de notre secteur, art dramatique. C'était une assemblée générale. Il y a eu des assemblées générales où il y avait 3 personnes. Hein. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais c'était l'époque où il n'y avait pas grand monde. Et Jean-Marie Deblin nous a apostrophé, Nicolas Donato et moi-même, en disant « Mais pourquoi vous faites tout ça ?» Et alors là, je réfléchis « Mais oui, pourquoi je fais tout ça ?» Et j'ai répondu « Parce que je ne suis pas capable de faire monter mes cachets tout seul. » Et il a dit « Excellente réponse. » Je n'aime pas possible. As-tu le sentiment d'avoir joué tout ce que tu rêvais de jouer? Bon, alors là, je peux vraiment dire que tout ce que j'ai fait a complètement dépassé mes espérances. Je n'ai jamais imaginé que j'allais faire tout ça. Donc, il n'y a pas eu de rôle que j'ai rêvé de jouer. On m'a fait jouer Don Juan, tu te rends compte? C'est Herbert Roland qui m'a dit « Ah, il faudrait que tu joues Don Juan ». J'ai dit « Non, ça n'en est pas question. Don Juan de Molière, mais non, ça n'a rien à voir. » Et il m'a dit « Ah, mais non, mais tu pourrais alors jouer peut-être le Don Juan aux Enfers de Bernard Shaw. » Et je dis « Ah oui, pourquoi pas, je ne connais pas, je lis. » Et c'est une pièce vraiment très emmerdante. J'ai dit « Non, ça, je ne fais pas. » Bon, mais alors, on va jouer le Don Juan de Molière. J'ai dit « Non, c'est pas fait pour moi, je ne le jouerai pas. » Et il m'a dit « Ah, mais c'est dommage. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Ah, j'ai dit ben, « Je suis en train de répéter une pièce avec un jeune auteur qui vient de l'écrire. On cherche un lieu. Ah ben, venez chez moi !» On a été accueillis chez lui. On a joué cette pièce de Vincent Smetana qui s'appelait « Le discours du singe ». Et puis après, j'ai été piégé. J'étais en quelque sorte obligé de jouer Don Juan avec Pietro Pizzuti, sous la direction d'Herbert Roland. Ce ne fut pas une très bonne expérience. J'en suis sorti un peu malheureux. Mais voilà, donc, on m'a proposé des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et chaque fois, c'était un cadeau, quoi, tu vois. Je n'aime pas possible. Voilà, Alexandre, j'aurais voulu te demander de nous montrer 3 objets
auquel tu tiens. D'abord, il y a un métronome. Oui. Ça, c'est un truc pour battre la mesure. Il y a une clé pour accorder un piano. Oui. Il y a une gomme pour effacer toutes ces Donc erreurs. ce sont 3 objets auxquels tu tiens. Non, pas vraiment, mais on passe Oui, devant. oui, oui. Il y a une petite voiture, je n'ai jamais été très féru de voiture, mais bon, ça c'est la elle est GSA, ma jolie. première voiture d'occasion, Ah, oui. achetée à l'âge de 50 ans. Oui. Mais il y a quand même quelque chose qui me caractérise, je pense, plus, ce sont ces tableaux-là. Alors, il y a celui-ci, je pense que je ne dois pas faire une description, c'est la comédie. Oui. Deux comédiens sur un plateau. Il y a la pianiste. Avec un peu plus bas, on distingue sur cette gravure, enfin si c'est comme ça que ça s'appelle, des porte-partitions, Oui. ou encore des lutrins. Et puis là, ce sont des plaideurs ou des avocats. Ah voilà. Et donc nous avons la comédie, la musique et le droit. Très bien. 3 choses, je pense, qui focalisent un petit peu mon être. Ce n'est pas possible. Bon, et ben ce nounours, c'est mon nounours, quoi. Hein. Il a exactement le même âge que moi. Donc je suppose qu'on me l'a offert quand j'étais à Berlin, petit garçon, et il m'a accompagné pendant toute mon existence. Comme on voit, il a déjà subi des opérations. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ses mains. Et j'ai une tante qui a cru bon de l'affubler d'une moustache et d'une petite barbe, voilà. Je ne sais pas si ça a l'avantage, mais en tout cas, ça le rend très intéressant. Merci Alexandre. Tu es un homme heureux. Oui, on s'embrasse.